Bonjour chers étudiants, après avoir finalisé la partie sur les grandes organisations internationales en rapport avec l'Europe, nous passons à une autre partie qui est quelles sont les sources du droit de l'Union européenne. Quelles sont les sources du droit sur lesquelles se base l'Union européenne pour se faire gérer. Alors, dans cette partie, nous allons voir quelles sont ces sources et quels sont les actes pour leur application. En ce qui concerne les sources du droit de l'Union européenne, nous avons deux grandes catégories, le droit originaire et le droit dérivé. Alors, les sources du droit européen constituent les traités, en particulier les traités spécialement constituent le droit originaire ou primaire de l'Union européenne. Ces traités définissent les éléments fondamentaux, les pouvoirs qu'ont les différents acteurs, les pouvoirs qu'assument les institutions et les procédures d'adoption de ces actes. Nous avons aussi les traités originaires qui ont été signés à Paris en 1951 et à Rome en 1957, et par la suite il y a eu des traités complémentaires. Et comme on avait dit auparavant, un traité n'annule jamais le précédent, mais il le modifie. Ce qui concerne la deuxième source du droit de l'Union européenne, qui est le droit dérivé, nous trouvons les accords conventionnels, c'est-à-dire les accords internationaux. Ces accords peuvent être, bien sûr, passés entre pays, soit ils peuvent prendre la forme d'accords d'association, soit des accords de coopération, soit des accords commerciaux, ou enfin des accords interinstitutionnels. Côté des actes conventionnels, nous avons les actes unilatéraux. Parmi ces actes unilatéraux, nous avons les règlements. Le règlement a un caractère obligatoire dans tous les domaines. Il s'applique à tous et est directement applicable aux États membres. Il est créé dès lors des droits et obligations pour les États en particulier. Deuxième acte unilatéral est la directive. La directive a pour objectif de rapprocher les législations des États membres. Pour cela, elle fixe un objectif législatif à atteindre. Les États disposent du choix quant à la forme et aux moyens pour le réaliser. Troisième acte unilatéral, la décision. La décision, par contre, est un acte par lequel les institutions règlent un cas particulier qui les concerne. Quatrième acte unilatéral, la recommandation ou l'avis. La recommandation permet aux institutions de s'exprimer, mais sans créer d'obligation juridique, donc donner leur avis sans aucune obligation. L'avis, par contre, clarifie la position d'une institution sur une question bien particulière. Je vous rappelle, chers étudiants, qu'on a déjà vu ces actes auparavant dans un cours précédent, mais seulement brièvement de passage. Et là, on est en train de les voir un peu plus précisément. Après avoir vu dans le cadre des sources du droit de l'Union européenne la première source qui est le droit originaire et la deuxième qui est le droit dérivé, nous passons à la troisième qui sont les sources subsidiaires du droit de l'Union européenne. Nous avons en premier lieu la jurisprudence. La jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions de la Cour, du tribunal et du tribunal de la fonction publique. La jurisprudence est aussi l'interprétation du droit commun en garantissant l'unité du droit de l'Union européenne. Donc il y a des principes généraux du droit qui doivent être applicables et surtout, bon, bien sûr, le droit international. Donc nous avons dans ces sources subsidiaires la jurisprudence, les principes généraux du droit et le droit international à respecter. Vous voyez là-dessus un tableau qui représente récapitulatif des sources du droit de l'Union européenne. Alors, nous avons les catégories d'actes concernés. Alors, si ça concerne, nous avons d'abord le droit originaire, comme on a dit, où il y a, qui forment le droit originaire, ce sont les traités fondateurs, les traités complémentaires, les protocoles aux traités qui s'ajoutent et la charte des droits fondamentaux.
Ça, ce sont des textes qui forment le droit originaire. Alors, nous avons le droit dérivé. Là-dessus, nous avons vu les accords internationaux, les accords interinstitutionnels, les règlements, les directives, les décisions, les recommandations et avis et les actes atypiques. En ce qui concerne les sources subsidiaires, nous avons la jurisprudence, le droit international et les principes généraux du droit. Ce tableau récapitule tout ce qu'on a vu. Après avoir vu, chers étudiants, dans un premier chapitre, les sources du droit de l'Union européenne, nous passons aux effets du droit dans l'Union européenne, c'est-à-dire quel effet ont tout ce qu'on a vu, ces sources ont sur le droit à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, il existe 3 principes fondamentaux du droit de l'Union européenne. Quels sont ces principes? D'abord, ils sont immédiatement applicables, c'est-à-dire qu'il y a une application immédiate de droit de l'Union européenne, obligatoire. Il y a en deuxième lieu un effet direct du droit de l'Union européenne. Et il y a aussi une primauté du droit de l'Union européenne. Ça, ce sont les 3 principes qui définissent les effets du droit dans l'Union européenne. En ce qui concerne le premier principe qui est l'application immédiate du droit de l'Union européenne, nous pouvons dire que l'application du droit est immédiate dans l'Union européenne, immédiatement applicable dans l'ordre juridique des États membres. Ce qui entraîne d'abord l'intégration de plein dans l'ordre interne des États, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils appliquent ce droit originaire, etc., l'ensemble des sources qu'on a vues, d'une manière générale au sein de leurs États. Deuxièmement, une grande place dans l'ordre juridique interne en tant que droit de l'Union et l'appliquer aussi sur le plan juridique et sans faute. Troisième point, les juges nationaux ont l'obligation d'appliquer ce droit dans toutes ces notions. Alors, en ce qui concerne les normes concernées, c'est-à-dire les traités, les règlements, les directives et les décisions et les accords internationaux conclus par l'Union européenne, toutes ces normes doivent être appliquées pleinement. En ce qui concerne le deuxième principe du droit dans l'Union européenne, de l'effet du droit dans l'Union européenne, nous avons l'effet direct, c'est-à-dire que le droit a un effet direct dans l'Union européenne. Alors, cela se manifeste par la source internationale, OIT, Conseil de l'Europe, et c'est le droit pour toute personne d'invoquer directement des normes de l'Union européenne devant le juge national. C'est-à-dire que chaque personne a le droit d'invoquer d'une manière directe des normes de l'Union européenne devant le juge national s'il n'est pas en accord avec celle-ci. Il y a les sources européennes qui sont traités, règlements et directives. Là-dessus, nous avons 2 distinctions, l'effet direct vertical et l'effet direct horizontal. Bon, cela dépend bien sûr des affaires qui sont traitées devant la Cour de justice. En ce qui concerne les sources étatiques, constitution, loi, ordonnance, règlement, les critères à l'effet direct sont remplis à 100%. Troisième et dernier effet du droit de l'Union européenne, c'est sa primauté. Qu'est-ce que ça veut dire la primauté du droit de l'Union européenne? C'est-à-dire que en aucun cas les règles et les actes de droit national concernant un pays membre de l'Union européenne ne peuvent en aucun cas contredire, c'est-à-dire venir en contradiction des règles du droit de l'Union européenne, ce qui entraîne automatiquement la primauté. C'est une condition essentielle du droit communautaire, c'est-à-dire que le droit communautaire passe avant le droit national. La primauté du droit communautaire est affirmée en raison de la nature spécifique de ce droit. La primauté a une portée générale, c'est-à-dire qu'elle concerne toutes les normes communautaires à l'encontre des normes nationales.
et aussi à l'encontre des normes nationales. Elle a aussi une valeur dans l'ordre interne des États membres. Et c'est parmi les conditions principales d'adhésion à l'Union européenne, c'est le respect du droit communautaire. Après avoir vu la partie sur les sources du droit de l'Union européenne, nous passons maintenant à une autre partie qui concerne les politiques de l'Union européenne, c'est-à-dire la nature des politiques de l'Union européenne. Donc, nous avons d'abord les politiques de l'Union européenne de nature de compétences exclusives, c'est-à-dire que uniquement l'Union européenne qui décide dans ces domaines. Et il y a d'autres politiques de compétences, mais où la compétence est partagée avec les États membres de l'Union européenne. Donc, dans un premier chapitre, nous allons voir les politiques de compétences exclusives de l'Union européenne, et dans un deuxième chapitre, nous verrons les politiques de compétences partagées de l'Union européenne. Dans le domaine des compétences exclusives, l'Union européenne est la seule et unique à pouvoir légiférer et adopter des actes contraignants dans ces domaines. La première compétence exclusive de l'Union européenne est l'union douanière. En effet, l'union douanière a constitué l'une des premières étapes importantes de la construction européenne. Voyons maintenant quelles sont les caractéristiques de cette union douanière. Alors, les caractéristiques de cette union douanière sont d'abord l'absence de droits de douane aux frontières intérieures entre les États membres. Deuxième point, droit de douane commun sur les importations des pays non membres. Les règles d'origine commune pour ces produits d'importation. Et dans le cadre d'une définition commune de la valeur en douane. Et enfin, cette union douanière est différente d'une zone de libre-échange. Importante distinction. Quels sont les objectifs et les défis surtout de cette union douanière? D'abord, premier défi, c'est l'élargissement de l'Union européenne. Deuxième défi, la lutte contre la fraude, la criminalité organisée. Aussi, la perception des recettes et fiscalité indirecte importante. Et enfin, la sécurité des citoyens sur le plan hygiène, contrefaçon, blanchiment, politique d'immigration, etc. Comment s'opère le contrôle et les formalités douanières? Il y a d'abord les outils légaux et opérations légales, comme le contrôle, la formalité, la déclaration sommaire, et il y a les codes des douanes modernisés. Deuxième volet des compétences exclusives de l'Union européenne, nous avons les règles de la concurrence qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur. Alors, cela c'est le cours Concurrence et entreprise qui sera le cours de votre première année de master, que vous allez voir en détail, bien sûr, Inch'Allah, dans le cadre de votre première année de préparation du master. Mais là, on va passer brièvement sur les notions générales. Alors, dans le cadre de cette deuxième compétence exclusive qui est la concurrence, alors donc le contrôle de la concurrence, nous avons une politique de concurrence très efficace au sein de l'Union européenne. La notion d'entreprise qui est une entité économique donc doit être définie et comment sont appliquées les règles contre la concurrence qui est illégale. Donc les champs d'application juridique. Pour passer brièvement sur ces notions, nous avons quelles sont les situations d'illégalité c'est-à-dire contre la concurrence pure et parfaite au sein du marché intérieur. Nous avons les ententes. Donc les ententes et les concertations, toutes pratiques de concertées sont interdites au sein du marché intérieur. Les caractéristiques, c'est-à-dire les affectations du commerce entre États membres et atteinte à la concurrence. C'est ça, donc tout ce qui est atteint ou tout ce qui peut être contre l'intérêt général du citoyen ou de l'Union européenne est interdit par les règles de la concurrence.
Donc la notion d'entente et ses pratiques, et bien sûr, vous verrez quelles sont les quelques exceptions dans ce cadre, dans ce cadre-là. Deuxième interdiction au sein du marché intérieur par la Commission de la concurrence sont les concentrations. Alors, les concentrations, bien sûr, sont interdites, qu'ils soient par fusion ou par prise de contrôle. Alors, ces opérations de concentration de dimension communautaire, bien sûr, qui peuvent toucher à l'intérêt général de l'Union européenne. Donc, procédure formelle c'est-à-dire quand le chiffre d'affaires mondial de 5 milliards d'euros, donc quand ça dépasse ce chiffre, ça devient une forte concentration qui est interdite par les règles de la concurrence. Bon, toute concentration ou toute opération de concentration doit effectivement être notifiée à la Commission et respecter certaines règles que vous verrez en détail par la suite dans votre cours de première année master. Troisième volet d'interdiction par les règles de la concurrence, ce sont les aides publiques qui ne sont pas compatibles avec le marché intérieur. Donc pour cela, il faut qu'ils aient des principes. Il y a des principes pour les aides publiques. Il faut qu'elles soient compatibles avec le marché intérieur. Il y a des aides qui sont compatibles, mais d'autres qui ne le sont pas. Donc c'est pour ça que la Commission de la concurrence est chargée de l'examen de ces aides pour prouver leur compatibilité. Situation interdite sur le marché intérieur de l'Union européenne, c'est la position dominante. C'est-à-dire que pour cela, il faut d'abord voir quels sont les éléments constitutifs de cette notion de position dominante. Parce qu'il ne faut pas qu'une entreprise en position dominante abuse de sa position. Donc s'il y a abus, il y a infraction. Donc, il y a la notion d'exploitation abusive. Alors si, comme je viens de dire, l'entreprise abuse de sa position dominante, et bien sûr, elle doit être précisée sur un marché en cause. L'organe compétent dans le cadre de ces règles de la concurrence, c'est la Commission européenne. Donc, elle est compétente dans ce cadre. Et sa compétence est exclusive pour édicter les décisions. L'autorité nationale de la concurrence sont aussi compétentes à condition qu'elles aient une légitimité au regard du droit national. Deuxième compétence exclusive de l'Union européenne,
Deuxième caractéristique de cette union économique et monétaire est la surveillance en faveur de la stabilité et de la croissance. Donc, pacte de stabilité et de croissance est exigible, procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques et, bien sûr, déceler l'avantage de la monnaie unique. Maintenant au quatrième domaine de compétences exclusive de l'Union européenne. Nous avons c'est la quatrième est la conservation des ressources biologiques de la mer. L'objectif de cette conservation, c'est d'assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources halieutiques. Deuxième objectif, c'est adapter les capacités de pêche aux possibilités de capture. Et la troisième, c'est la compétence pour adopter les mesures nécessaires à la conservation biologique de la mer. Là, ce sont les trois points importants objectifs de la conservation des ressources biologiques de la mer, de cette explosion dans le cadre des compétences exclusives de l'Union européenne. Et pour terminer sur les domaines de compétences exclusives de l'Union européenne, nous voyons la cinquième compétence qui est la politique commerciale commune. Cette politique commerciale commune a pour but de fixer des tarifs extérieurs communs dans le but de protéger les intérêts commerciaux de l'Union européenne. Et ça, c'est le rôle des autorités douanières en matière d'importation. Aussi, le rôle de négociation des accords internationaux également. Et bien sûr, dans le cadre des mesures prises de la politique commerciale commune. Alors, pour le suivi de vos cours, veuillez consulter, chers étudiants, votre plateforme e-learning de l'établissement ISTH, www.isthmaroc.com, pour le suivi de vos cours. Et au revoir, à bientôt.